OK, aujourd'hui on plonge dans une théorie, disons, assez fascinante. La grande question c'est, qui tire vraiment les ficelles de la finance mondiale? Pour essayer d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur le travail de l'investisseur Simon Dixon. On va voir comment des outils financiers, des trucs qu'on pense bien connaître, font en fait partie d'un plan beaucoup plus vaste qu'on pourrait le croire. C'est parti! Cette citation de Simon Dixon, elle donne tout de suite le ton. L'idée ici, c'est que le pouvoir qu'on voit à la télé, celui des présidents, c'est peut-être juste une façade. Le vrai pouvoir, celui qui contrôle l'argent, lui, il opère en coulisses, bien loin des regards du public. Première étape de notre exploration, on va essayer de mettre un nom sur ce pouvoir de l'ombre. C'est qui, au juste, ce groupe qui, selon Simon Dixon, dicte les vraies règles du jeu financier mondial? Ce qui est assez incroyable, c'est que toute cette grande théorie, elle prend racine dans un drame très personnel. Ça part d'une question toute simple, posée par le père de Simon Dixon après avoir perdu toutes ses économies en bourse. C'est cette quête de 25 ans pour trouver une réponse qui nous amène ici. Et voici le concept au cœur de sa thèse, le complexe financier industriel. Donc, oubliez les gouvernements un instant. Dixon, lui, il affirme que le vrai pouvoir se trouve dans ce réseau de banques privées et de gestionnaires de fonds. Leur force, c'est simple. Ils contrôlent le robinet du capital. Et quand on contrôle l'argent, eh bien, on influence toute l'économie mondiale, à un niveau vraiment fondamental. Bon, maintenant qu'on a identifié les joueurs, regardons un peu leur outil de prédilection. On entre dans la deuxième section pour se pencher sur le mécanisme qu'ils utiliseraient pour mettre leur stratégie en place, les fameux stablecoins. La question se pose, comment un outil qui, à la base, a été conçu pour des transactions de niche est-il devenu un pilier du système financier? C'est toute l'histoire assez folle des stablecoins et surtout de Tether, dont l'ascension a été, pour le dire simplement, spectaculaire. Le parcours de Tether est vraiment fascinant. Ça commence comme un simple jeton, un truc pratique pour faciliter les échanges entre plateformes de crypto. Puis, hop, en 2017, ça devient carrément le système bancaire parallèle de géants comme Binance. Et là, le point culminant, aujourd'hui, en détenant des milliards en bons du trésor, Tether est l'un des plus grands créanciers du gouvernement américain. Passer de l'ombre à une puissance financière majeure en moins de 10 ans, c'est quand même quelque chose. Pour mettre ça en perspective, imaginez un peu. Avec à peine une centaine d'employés, Tether génère plus de profits que des géants comme BlackRock ou Citibank. Leur modèle d'affaires est d'une simplicité redoutable. Ils encaissent les intérêts sur les milliards de dettes américaines qu'ils possèdent et réinvestissent une partie des profits dans le Bitcoin. C'est une véritable machine à imprimer de l'argent d'une efficacité incroyable. Alors, cet outil ultra rentable, à quoi il sert au final? C'est là qu'on est dans la grande stratégie. Selon Dixon, les stablecoins, ce n'est pas une fin en soi. Non, c'est une pièce maîtresse dans un immense jeu géopolitique qui viserait à redessiner la carte du pouvoir mondial. Selon la thèse de Dixon, on assiste à un véritable choc des titans au sommet. D'un côté, il y aurait le complexe militaro-industriel qui a tout intérêt à ce que le dollar américain reste roi, un pouvoir basé sur la force, le nationalisme. De l'autre côté, le complexe financier-industriel, qui lui viserait un monde multipolaire, globaliste. Leur arme, c'est pas les porte-avions, c'est le contrôle des flux de capitaux. Le plan d'action, toujours selon Dixon, se déroulerait en plusieurs étapes. D'abord, affaiblir le dollar américain pour qu'il ne soit plus la monnaie mondiale, mais juste une monnaie régionale parmi d'autres. Ensuite, encourager l'émergence de nouveaux pôles de pouvoir, comme les BRICS ou les pays du Golfe. Et enfin, utiliser les stablecoins comme des pipelines financiers ultra efficaces pour faire circuler l'argent dans ce nouvel ordre mondial. C'est ici que la théorie prend une tournure, disons, un peu plus sombre. Si ce plan fonctionne, quel genre de monde nous attend? On aborde maintenant la finalité potentielle de tout ça, ce que Dixon appelle la grille de contrôle. Cette grille, elle reposerait sur 3 piliers technologiques. Premièrement, la monnaie programmable. C'est de l'argent qui vient avec des règles intégrées. Des règles qui peuvent dicter où, quand et comment on peut le dépenser. Deuxièmement, l'identité numérique universelle, pour lier chaque action financière à une seule et unique personne. Et finalement, le réseau de surveillance qui connecte tout ça ensemble. Le résultat, ce serait une architecture de contrôle financier absolue. Face à cette vision, la question est inévitable. Est-ce que c'est ça, le futur? Est-ce qu'on est condamné à ça? Ou est-ce qu'il y aurait une porte de sortie? C'est le grand dilemme qui nous attend dans la dernière partie de cette analyse. On arrive donc à la croisée des chemins. Simon Dixon présente un choix fondamental entre deux avenirs financiers qui sont diamétralement opposés. D'un côté, il y a la grille de contrôle, un monde centralisé, programmable, où la surveillance est totale et où, techniquement, on ne possède jamais vraiment nos actifs.
De l'autre côté, il y a ce que Dixon nomme la sortie souveraine, un chemin décentralisé qui mise sur la résilience, la souveraineté de l'individu et des actifs qu'on contrôle soi-même, directement, comme le Bitcoin. Et cette citation de Dixon, elle vient boucler la boucle. Son message est assez clair. Dans ce grand jeu financier, le véritable bulletin de vote, c'est notre argent. Les décisions économiques que chacun prend auraient, selon lui, plus d'impact que n'importe quelle action politique. Et on se quitte sur cette réflexion. À une époque où la technologie permet de programmer l'argent lui-même, qu'est-ce que ça veut dire la liberté financière? La préserver, ce n'est plus seulement une question économique, c'est peut-être l'un des plus grands défis de notre génération. Une danse délicate se tisse dans l'air. Des mots doux murmurent tandis que les yeux contemplent. Les autorités avancent, feignent la surdité. Les fondations tremblent sous un ciel voilé. La science transformée se tord discrètement. Les questions sans réponse persistent patiemment.